On va reprendre les travaux, si vous voulez bien. Est-ce que Brian Miles est dans la salle? Il arrive. Très bien. Alors, rebonjour. Vous êtes donc, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, au Forum national de consultation politique québécoise de la culture. Enfin, vous savez où vous êtes, j'imagine. Oui, on est disponible sur le web aussi. Si vous voulez reprendre certains des échanges plus tard, peut-être que vous avez manqué des choses, vous allez sur le site du ministère, c'est pas compliqué, mcc.gouv.qc.ca/politique culturelle, et il y a un lien donc sur les échanges et les discussions qui vont être déposés sur le site et qui vont rester là pendant un certain temps, j'imagine. Et donc, une occasion pour vous d'échanger avec le ministre de la Culture et des Communications. Je vous présente tout de suite les quatre intervenants du groupe 3 que je veux saluer. Serge Sasseville, vice-président principal Affaires corporatives et institutionnelles chez Québecor Média. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Brian Miles, le directeur du Devoir, qui est avec nous, qui représente la Coalition pour la pérennité de la presse d'information au Québec. Monsieur Miles, merci d'être avec nous. Jérôme Payette, directeur général de l'Association des professionnels de l'édition musicale. Vous représentez, vous, aujourd'hui, la Coalition pour la diversité culturelle. Et finalement, Éric Bouchard, au bout de la table, ici, directeur général, Mouvement Québec français. Merci à vous quatre d'être là. Monsieur Sasseville, c'est d'abord à vous qu'on cède la parole. Vous avez 5 minutes. Bonjour, Monsieur le ministre. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour l'invitation que vous avez faite à Québecor de comparaître devant vous aujourd'hui pour discuter de cet important projet de politique québécoise de la culture. J'ai déjà eu l'occasion, le 17 juin 2016, lors d'une précédente audience publique, de vous faire connaître la position de Québecor dans le secteur de l'audiovisuel à l'égard du renouvellement de la politique culturelle du Québec. Je ne répéterai pas aujourd'hui tout ce qu'on avait porté alors à votre attention, mais je limiterai encore nos commentaires au secteur de l'audiovisuel. Nous avons pris connaissance avec grand intérêt du document « Partout la culture » que vous avez publié le 27 juin dernier. Nous y avons bien noté que pour concrétiser la vision qui y est exprimée, le gouvernement entend faire en sorte, et je cite, « de doter les milieux culturels des outils dont ils ont besoin pour relever les défis qui émergeront avec l'évolution de la société. » Or, c'est bien là où le bât blesse actuellement. Nous l'avons répété à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Il faut réformer le cadre industriel, politique, législatif et réglementaire dans lequel notre industrie évolue si nous voulons que notre télévision continue de connaître le succès qu'elle mérite, non seulement ici au Québec, mais également sur la scène internationale. La révolution numérique a transformé l'industrie et les habitudes de consommation des auditoires. Les consommateurs ont aujourd'hui accès à un contenu mondialisé, disponible en lecture continue, en tout temps et sur la plateforme de leur choix. La concurrence planétaire dans le secteur s'est accrue considérablement, provenant de géants comme Netflix, Facebook, Amazon et Google, qui ont une capitalisation boursière totalisant 1 701 milliards de dollars US, qui sont non réglementés au Canada, qui sont verticalement intégrés, qui peuvent contrôler chaque étape et tous les droits relatifs au développement, à la production, à la diffusion et à la distribution de leur contenu. L'industrie audiovisuelle québécoise doit avoir la capacité de financer ses productions, de devenir concurrentielle à l'échelle mondiale, de générer de la valeur et de créer des emplois. Le contexte dans lequel nous évoluons présentement nous confronte à la désuétude du cadre réglementaire, culturel et économique sur lequel repose notre industrie. Pour que les radiodiffuseurs québécois puissent croître, connaître le succès et assurer leur pérennité dans le nouvel écosystème, ils doivent pouvoir bénéficier d'une flexibilité que le cadre actuel ne permet pas. Le gouvernement doit donc mettre en place un nouveau cadre qui favorisera l'émergence de grands champions québécois de l'audiovisuel. Un grand champion, c'est un joueur qui a la volonté, mais surtout les capacités financières et humaines de percer de nouveaux marchés internationaux. C'est un joueur qui élargit son marché, qui trouve de nouvelles sources de financement en s'associant à d'autres partenaires et qui génère davantage d'activités pour tous les acteurs de la chaîne de création. Groupe TVA, en tant que premier diffuseur francophone en Amérique du Nord, actif à chaque étape de la création, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenu télévisuel, pourrait être un de ces champions, mais il y en a d'autres. Il faudrait instaurer des incitatifs financiers pour que, dès les premières étapes de la création, un projet puisse être développé avec une visée mondiale. Parmi ces incitatifs, mentionnons un crédit d'impôt pour le développement de formats. Il faudrait également modifier les règles et les programmes afin de permettre une vraie relation de partenariat entre diffuseurs et producteurs.
Le gouvernement doit également s'assurer de cesser de discriminer les diffuseurs privés, notamment faire en sorte que les productions émanant de sociétés affiliées à des télédiffuseurs soient admissibles au crédit d'impôt remboursable pour la production cinématographique et télévisuelle québécoise. La discrimination actuelle a pour effet d'exclure les diffuseurs de participer de façon majoritaire dans les productions qu'ils diffusent et d'ainsi détenir les droits sur ces productions. C'est un véritable frein au développement et à l'investissement. C'est une restriction qui est particulière au Québec et à Terre-Neuve-Labrador et qui n'existe pas dans les autres juridictions canadiennes. Il n'est pas normal que Bell et CTV puissent avoir droit au crédit d'impôt ontarien correspondant lorsqu'ils produisent en Ontario et que TVA en soit privé au Québec. Les sociétés affiliées à des diffuseurs devraient également devenir admissibles au programme d'aide en production et au programme d'aide en distribution de la SODEC. La mise en place d'un tel cadre profiterait à l'ensemble de notre industrie et de notre économie. Ces nouvelles règles du jeu nous permettraient de créer des emplois, de diversifier nos revenus, de tenter de réduire l'énorme déficit commercial de notre industrie, d'investir davantage dans notre culture et surtout de permettre aux radiodiffuseurs québécois de continuer de jouer le rôle capital qui est le leur dans la création et le rayonnement de la culture francophone d'ici. Permettez-moi finalement de questionner la volonté que certains ont de vouloir rendre la programmation québécoise accessible sur Netflix et les autres plateformes étrangères. Ce faisant, nous encouragerions les Québécois à délaisser les distributeurs canadiens qui financent le contenu d'ici au profit de géants mondiaux qui ne contribuent rien à l'économie d'ici, ne prélevant même pas la taxe de vente, contrairement à leurs concurrents québécois comme Club Illico. Dans le contexte actuel, c'est le virage OTT des radiodiffuseurs québécois qu'il faut plutôt soutenir. Le jour où il n'y aura plus de plateforme de distribution québécoise, on aura perdu le contrôle sur le positionnement de nos contenus, de nos créations, et ce sont tous les Québécois qui y perdront au change. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci, M. Sasseville. Brian Miles, vous représentez la Coalition pour la pérennité de la presse d'information au Québec. On vous écoute. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous recevoir ici aujourd'hui. Je parle au nom de la Coalition qui représente 178 éditeurs de presse au Québec et qui rejoint à toutes les semaines environ 6,5 millions de lecteurs. Merci d'abord, Monsieur le ministre, parce que vous êtes le premier dans l'histoire au Québec à avoir eu le courage et la volonté de venir en aide aux médias écrits. Dans le dernier budget gouvernemental, vous avez accordé 2 enveloppes, une de 24 millions pour soutenir le virage numérique des médias, une autre de 12 millions pour absorber les coûts faramineux de la taxe sur le recyclage. 36 millions sur 5 ans, ça a été accueilli comme une bonne nouvelle par l'industrie. Mais nous avons bien dit que c'était des mesures intéressantes, mais nettement insuffisantes, dans la mesure où les besoins de l'industrie sont au-delà des sommes que vous avez proposées. Mais il n'en demeure pas moins que c'était un précédent et je le salue. Sur la politique culturelle maintenant, pour avoir lu et relu le document, j'y ai trouvé un angle mort, et c'est celui du numérique que mon collègue ici a abordé également. La politique fait peu de cas du fait que des géants du web, le GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, contrôlent pour l'essentiel la totalité du marché publicitaire. À titre indicatif, Google et Facebook maintenant captent 2 $ sur 3 en publicité numérique, que ce soit au Canada ou ailleurs. Et si on ajoute les autres groupes de la Silicon Valley, on se retrouve avec une concentration du marché publicitaire qui frôle à peu près le 75 %. L'inéquité fiscale est flagrante et tous les joueurs dans l'industrie de la culture des médias vous le diront. On trouve profondément injuste que des entreprises qui ne contribuent pas à l'écosystème de production empochent autant de revenus sans payer les impôts et les taxes. Pour payer ces taxes sur Netflix, le ministère fédéral du Revenu nous invite à remplir un formulaire en ligne et le faire par nous-mêmes. J'aimerais ça demain matin enlever la taxe sur le devoir puis dire aux lecteurs, si vous voulez payer vos taxes, allez remplir un formulaire. C'est une injustice flagrante. Et le gouvernement du Québec contribue en partie à cette injustice en prenant le dollar publicitaire et en l'envoyant dans la Silicon Valley. Je n'ai pas une ventilation précise des budgets dévolus à Google et Facebook, mais j'ai des grandes catégories. Alors, la catégorie de l'imprimé de 2008 à 2009 jusqu'à 2016-2017, on est passé de 28 millions à 7 millions. C'est une baisse de 75 %. Le placement numérique est passé de 5 millions à 15 millions, 215 % d'augmentation. Et je peux vous dire que ce placement numérique-là n'est pas allé dans les plateformes que l'on développe, nous, les médias dits traditionnels. Parce qu'on n'a pas attendu avant de faire notre chemin, notre virage numérique.
Tous les journaux sont plus lus que jamais auparavant. Ils ont des applications tablettes, des applications mobiles, des sites Internet, mais on constate que le dollar publicitaire nous échappe. De façon plus large, à mon avis, la politique culturelle doit répondre à une question fondamentale, une question centrale, et ça vaut autant pour les médias que les créateurs. Et c'est comment les créateurs d'ici pourront vivre de leurs œuvres et rejoindre les publics d'ici quand on sait que la diffusion, la distribution et la monétisation des contenus nous échappent et est contrôlée par les plus grands oligopoles qu'on a connus dans l'histoire de la culture, le GAFA. Et si vous n'êtes pas en mesure de répondre à cette question-là comme gouvernement et le faire d'une manière concertée avec le gouvernement fédéral aussi qui prépare sa politique culturelle, bien, on est voué à des lendemains qui déchantent dans l'industrie de la culture au sens large et dans l'industrie des médias. Maintenant, à court terme, puisque j'ai cette tribune aujourd'hui et que j'ai votre attention, je vous dirais qu'on peut en faire plus, on peut bâtir sur la politique culturelle. Les crédits d'impôt sur la masse salariale dans les médias, ça nous apparaît fondamental. L'augmentation du placement publicitaire dans nos médias, c'est de l'argent des taxes et impôts des Québécois qui est transformé en budget publicitaire. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas placé en priorité dans nos médias. Il n'y a pas de raison de faire un exode de ces budgets-là vers Google et Facebook. Ça contribue à déstabiliser une industrie qui est déjà dans un virage numérique profond. Enfin, je vous invite à encourager ou à soutenir les déductions fiscales pour les dons aux entreprises de presse. Le Devoir, cette année, a accumulé plus de 500 000 $ en philanthropie sans être capable d'émettre le moindre reçu de charité. Le jour où on va être capable de donner des crédits d'impôt aux citoyens qui soutiennent la presse indépendante, j'aurai assuré l'avenir du Devoir pour les 10 prochaines années au bas mot. Et c'est une mesure qui est juste dans la mesure où elle permet aux citoyens de prendre la décision de soutenir ou pas une presse indépendante. Je m'en voudrais de ne pas souligner rapidement pour conclure pourquoi c'est si important. La presse écrite au Québec, c'est 81 millions de dollars de retombées directes, 744 emplois. C'est indissociable de l'idéal démocratique. Hein? Pas de presse libre, pas de presse en santé, c'est la pluralité des voix, la diversité des voix qui vont souffrir. Et il y a un intérêt pour l'État de soutenir la pluralité et la diversité des voix. Et enfin, on est un passeur, on est un maillon important, nous, médias, entre les créateurs et leur public. Et vous l'avez reconnu dans la politique. C'était une de mes recommandations, la première de mon mémoire que j'avais présenté il y a plus d'1 an. Et pour ça, je vous en remercie. Parce qu'à partir du moment où vous avez inscrit les médias comme étant un maillon, un acteur de cette chaîne, vous allez nous permettre, pour les années à venir, de revendiquer, d'aller chercher des programmes supplémentaires. Alors, le message aujourd'hui, c'est oui, c'est un bon début, mais il faut faire plus. Merci. Merci. Merci à vous, M. Miles. Jérôme Payette, maintenant, vous représentez aujourd'hui la Coalition pour la diversité culturelle. On vous écoute. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, bonjour. La Coalition pour la diversité culturelle est une organisation pan-canadienne qui regroupe une trentaine d'associations représentant toute la chaîne. Les créateurs, l'artiste, producteurs, distributeurs, éditeurs, œuvrant dans le secteur du livre, du cinéma, de la télévision, des nouveaux médias, la musique, des arts d'interprétation et des arts visuels. La moitié de nos membres sont québécois et 70 % d'entre eux ont déposé des mémoires dans le cadre de consultations publiques. Vous allez avoir la chance d'en entendre beaucoup aujourd'hui et demain. Il y a 3 sujets qui nous préoccupent particulièrement. Tout d'abord, l'exemption culturelle dans les traités de commerce, qui est un sujet au cœur de la mission de la Coalition pour la diversité culturelle depuis sa fondation il y a presque 20 ans, mais aussi l'importance de veiller à la santé économique de nos différents secteurs culturels et enfin l'impact de l'environnement numérique sur la diversité des expressions culturelles. Donc, c'est avec satisfaction qu'on a remarqué que le projet de politique culturelle mentionne la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO et que le gouvernement du Québec s'engage à promouvoir l'inclusion des accords de commerce d'exception pour la culture et les industries culturelles. Donc, j'en profite, M. Fortin, pour souligner sur cette tribune l'engagement public du gouvernement du Québec à refuser tout compromis concernant l'exemption culturelle dans la renégociation de l'ALENA. Jusqu'à maintenant, vos messages nous ont rassurés. L'exemption culturelle doit être non négociable dans tous les accords de commerce. La Coalition vous invite à rester vigilant concernant le partenariat transpacifique. S'il était adopté tel quel, le texte pourrait grandement diminuer la protection du secteur culturel au Canada, notamment en ce qui concerne la révision des politiques culturelles actuelles ou l'adoption de nouvelles mesures pour l'environnement numérique. Donc, l'exemption culturelle est essentielle, mais elle n'est pas suffisante. Afin que nos créateurs touchent leur public, il faut soutenir la vitalité de l'écosystème culturel dans son ensemble. Il faut veiller à la santé et au dynamisme de chacun des maillons de la chaîne, et ce, dans tous les secteurs et industries de la culture.
À la Coalition, on pense que les défis économiques sont importants pour la culture québécoise qui s'adresse à un marché naturel de petite taille. Donc, le projet de politique reconnaît l'importance de la culture pour le développement économique de la province, mais pour qu'on puisse continuer ou augmenter notre participation à la création de richesses collectives, il faut que nos secteurs soient en bonne santé financière. Évidemment, sans viabilité économique, la pérennité même de notre culture pourrait être compromise. Donc, dans cette perspective, nous saluons le fait que le gouvernement s'engage à appuyer des stratégies de commercialisation pour le marché intérieur et l'exportation. Évidemment, vous l'avez dit un peu plus tôt aujourd'hui, un marché national fort sera toujours un préalable à l'exportation. On ne peut pas juste miser sur l'exportation. Puis pour cela, Québec doit bonifier et renouveler son soutien au secteur et aux industries culturelles avec tous les moyens mis à sa disposition. À l'ère du numérique, comme mes collègues l'ont mentionné, il y a des déséquilibres qui affectent la compétitivité de nos contenus dans notre propre marché, le Québec. Dans la politique culturelle, une référence plus explicite devrait être faite à la réglementation qui doit être utilisée pour créer des environnements dans lesquels les artisans de la culture doivent parvenir à tirer leur épingle du jeu. Et la capacité de nos organisations à se tailler une place dans un environnement numérique dominé par des multinationales étrangères ne doit pas être passée sous silence. En ce sens, le Québec doit plus que jamais se faire entendre à Ottawa sur des questions de culture. L'environnement numérique a déjà un impact sur la vitalité des expressions culturelles québécoises. À une époque où une multitude de contenus est accessible, paradoxalement, l'attention est plus que jamais concentrée sur quelques produits vedettes. Puis les effets au Québec, où nos parts de marché sont généralement en recul, sont évidents. En 2017, il n'est plus possible de seulement compter sur la langue française pour protéger la culture québécoise ou notre particularité linguistique. Il faut concevoir des stratégies modernes, audacieuses et nouvelles. Nos membres, qui ont une fine connaissance du terrain, doivent faire partie des mesures à être adoptées. Toujours sur la question du numérique, le projet de politique souligne avec raison l'importance des données. S'il est vrai que nous devons toujours parfaire nos connaissances en la matière, les changements technologiques ont aussi mené à un phénomène qui est la privatisation des données d'intérêt public au profit de multinationales étrangères. Il est important que le gouvernement du Québec et ses institutions, notamment l'Observatoire de la culture et des communications du Québec, aient accès à l'information nécessaire afin de produire des indicateurs pouvant guider nos actions, notamment votre politique culturelle. Puis ces données sont aussi très utiles par nos membres qui ont toujours besoin d'indicateurs pour comprendre l'évolution des marchés. Donc, en résumé, pour la Coalition, l'exemption culturelle est fondamentale dans tous les traités de commerce. L'intervention du gouvernement pour assurer une viabilité économique de nos écosystèmes est aussi essentielle. À cet égard, les enjeux réglementaires et de compétitivité à l'ère numérique ne doivent pas être sous-estimés. Et enfin, comme le numérique affecte grandement le contact du public avec la culture, il faut s'assurer qu'une diversité d'expressions culturelles y soit présente et vécue. Donc, Monsieur le ministre, n'hésitez pas à faire appel à nous. Puis, au nom de la Coalition pour la diversité culturelle, merci. Voilà, merci. Merci, M. Payette. Je cède la parole maintenant à Éric Bouchard, qui est le DG du Mouvement Québec français. Bonjour, Monsieur le ministre, chers auditeurs. Dans le cadre d'un programme subventionné de promotion du français de l'Office québécois de la langue française, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a obtenu une subvention pour faire un projet de recherche sur la musique dans les commerces. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a fait appel au Mouvement Québec français pour faire l'étude de ce projet et compléter le projet. Le projet était simple. On se disait au départ, on est pas mal certain que la musique dans les commerces est principalement de langue anglaise, mais il restait à le prouver, puis il restait à aller le voir. Alors, ce qu'on a fait, on est allé voir 426 commerces de la région de Montréal dans 4 secteurs socio-économiques différents, et puis associés à 4 secteurs commerciaux différents, c'est-à-dire les Galeries d'Anjou, la Place Longueuil, des commerces du centre-ville de Montréal et la promenade Fleury. Donc, l'objectif, c'était de colliger les données. Première des choses, y a-t-il une problématique ou il n'y en a pas sur la musique diffusée dans les commerces? Mais par la suite, ce qui nous importait le plus, c'est savoir qui, comment et pourquoi on décide musicalement en fonction d'une langue ou dans un autre, dans un commerce. Qui décide? Ça, c'est vraiment... C'est-tu décidé à Chicago? C'est-tu décidé à San Francisco? Est-ce que c'est décidé dans le commerce? Est-ce que c'est décidé au bureau-chef d'une entreprise multinationale, une grande entreprise québécoise? On ne le savait pas. Et puis l'objectif de ça, en fait, c'est qu'on ait un portrait de départ. Donc, c'est une première phase d'étude. Portrait de départ pour que, dans le fond, toute la société puisse avoir accès à ces données-là, pour que vous aussi, M. le ministre, puissiez avoir accès à ça, pour qu'on puisse vous faire des recommandations,
pour qu'ensuite aussi on puisse développer des outils pour intervenir. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a un écosystème. Puis nous, au Mouvement Québec français, on parle beaucoup de ça, de l'écosystème linguistique. Puis on va vous rencontrer plus tard aujourd'hui. Il y a différents pans de l'écosystème linguistique où il faut agir, mais dans le domaine culturel, au niveau de la musique qui est diffusée dans les commerces, là, bien, ça incite ou pas l'usage du français dans l'espace public par les travailleurs qui travaillent dans ces commerces-là et par les clients qui y viennent. Alors, résumé de l'étude. Au total, il y a eu 1278 écoutes faites de musique, donc 3 écoutes. On écoutait 3 pièces musicales quand on rentrait dans le commerce. Mais au bout du compte, il y en est resté seulement 926 qui ont été retenus parce que des fois, c'était inaudible. Des fois, le commerçant, au bout de la 2e écoute, nous mettait dehors. Et donc, non, mais c'est vrai, ça fait partie des vicissitudes des études. Et donc ça, c'est ça qu'on a fait. Mais par la suite, quand on acceptait, il y a eu 114 commerces qui ont accepté de passer un questionnaire sur comment se font les processus de choix musicaux. Et par la suite, pour compléter le tout dans l'étude, on est allé voir les groupes qui font des listes de lecture pour les commerces, c'est-à-dire Stingray, Groupe Soliste et PGJ Productions. Donc là, on avait un portrait assez complet. Puis on est même allé voir un regroupement qui se nomme Le Cami, que vous connaissez déjà. Alors, 2 minutes, voici les résultats. Bien, dans l'ensemble des 926 écoutes qui ont été faites, bien, il y a 79 % de la musique qui est de langue anglaise et 14 % de langue française. Pourtant, dans l'ensemble des quartiers, puis même au centre-ville de Montréal, où on peut penser que c'est plus anglophone, ça n'approche aucunement tous les indicateurs linguistiques de langue parlée à la maison, de langue maternelle et de langue de travail. L'écart entre la langue de la musique diffusée et les indicateurs linguistiques est abyssal. En fait, c'est inversement proportionnel. Donc, par la suite, on a posé même les questions à ceux qui y travaillaient. Puis même ceux-là, ceux qui travaillent, ceux qui prennent les décisions, ils sont de façon inversement proportionnelle beaucoup plus francophones ou francophiles que la musique qui est diffusée. Donc, il y a une problématique là. On a demandé aussi la perception des décideurs. Vous percevez-vous votre clientèle, vous, là? Et même la perception des décideurs, c'est un petit peu plus, eux autres, ils perçoivent que leurs clients désirent plus de musique en français, mais malgré leur perception, il reste que dans les faits, il y a beaucoup plus de musique en langue anglaise qui est jouée. Donc, je vous invite à prendre le rapport qui a été remis à l'Office québécois de la langue française le 31 mai dernier, puis d'aller en conclusion à la page 39. Donc, dans l'ensemble des 4 quartiers commerciaux, là, la place de la musique en français n'a jamais, parce qu'on a fait les totaux globaux, puis on a fait les totaux individuels, et jamais la musique n'a dépassé 25 % de musique en français. Le taux le plus élevé, c'était à la place Longueuil. Puis c'est parce qu'il y avait une décision du centre commercial d'avoir 65 % de la musique en français. Mais ça, c'est la direction générale, dans le fond, la musique dans les allées. C'est pas la musique dans les commerces. Bref, tout ça pour vous dire que là, il nous reste peu de temps. Puis de toute façon, je suis sûr qu'il y aura des questions par la suite là-dessus. Mais l'important, c'était les données. Par la suite, les réponses qui ont été données par ceux qui font les listes de lecture sont vraiment enrichissantes. Puis ça, vous avez l'ensemble des réponses qui ont été compilées. Et vous avez aussi ce qui a été dit avec le CAMI. Donc, il y a plusieurs acteurs qui sont en mesure d'agir avec vous, Monsieur le ministre. Et tout le monde bénéficierait, que ce soit l'ensemble de la population québécoise sur la question de la langue française, de la musique diffusée, les commerçants, ainsi que les artistes qui sont, dans le fond, des producteurs de musique, et ainsi que ceux qui fabriquent les listes de lecture. Tout le monde bénéficierait, dans le fond, d'avoir une approche globale où le ministre ou le gouvernement, dans le fond, réunit tout ce beau monde-là, puis donne, dans le fond, une direction globale à tout ça. Voilà. Merci, très bien. Monsieur le ministre. Merci. Merci à vous, M. Bouchard. Donc, on va prendre 10 minutes maintenant pour un échange entre le ministre et les intervenants. Donc, questions, réflexions, commentaires. Merci beaucoup, M. Gardeau. Tout d'abord, encore une fois, merci à vous 4, messieurs, de votre présence ce matin, de vos commentaires.
pour plusieurs. On se revoit dans d'autres cadres, notamment dans le cadre des consultations sur le plan d'aide aux médias ou les rencontres du Mouvement Québec français. Effectivement, on a une rencontre très bientôt ensemble. Ouais. Ça me fait plaisir, justement, peut-être de rééchanger sur votre projet. Puis, je suis heureux que vous ayez pu bénéficier de la nouvelle stratégie partenariale pour faire cette étude-là qui est très intéressante. Alors, vraiment, le fil conducteur de vos interventions, c'est la présence de contenu francophone et, évidemment, toutes les questions des plateformes numériques. Vous savez, c'est un enjeu qui est important, c'est un enjeu important pour notre gouvernement. Oui, on a fait des représentations également à l'UNESCO au mois de juin. On est très actifs dans le dossier de l'ALENA également. On va continuer de l'être. Pour nous, effectivement, il n'y a pas de compromis à faire sur l'exception culturelle dans la modernisation de l'ALENA. En même temps, par contre, les plateformes numériques sont là. Et là, il y a différentes écoles de pensée. Lorsqu'on pense au Netflix de ce monde, j'entendais tantôt M. Sasseville dire qu'il ne faut pas encourager le contenu québécois, plutôt encourager le contenu québécois sur les plateformes numériques. Il faut plutôt soutenir les diffuseurs traditionnels. En même temps, il y a des Québécois qui sont sur Netflix. Il y a des habitudes de consommation qui sont déjà ancrées. Il y a des gens, dont le Mouvement Québec français, qui disent qu'on devrait avoir un Netflix québécois pour faire la recension du contenu francophone. D'autres gens qui me disent ben faut soit les contraindre, les plateformes numériques, à avoir du contenu francophone, ou il faut avoir des ententes avec ces organisations-là pour s'assurer qu'il y a du contenu francophone, du contenu québécois sur Netflix. Alors, vous, M. Sasseville, vous avez un petit peu abordé la question, peut-être donné l'occasion de revenir là-dessus, mais aussi l'ensemble des intervenants. Quelle approche on doit privilégier dans ce domaine-là? En fait, moi, mon message principal, c'est qu'il faut absolument encourager le virage, on appelle ça OTT, radiodiffusion par voie de contournement en français, des radiodiffuseurs québécois ou des autres plateformes québécoises qui pourraient se développer. Parce que plus on nourrit la bête, plus on nourrit les plateformes étrangères, plus on fragilise les plateformes canadiennes et québécoises qui existent déjà, plus on aggrave le problème, on va menacer la pérennité des plateformes canadiennes et québécoises. Puis le jour où ces plateformes-là vont disparaître, où notre contenu va être seulement sur des plateformes étrangères, bien là, on va avoir perdu complètement le contrôle sur le positionnement. Puis ça, c'est dangereux parce que les priorités de positionnement de contenu québécois à Montréal, à Québec ou ailleurs au Québec sont très différentes que les priorités de positionnement que vous pourriez avoir en Californie par rapport au contenu québécois. Moi, si je peux me permettre, je pense qu'il faut transposer les exigences actuelles à l'environnement numérique. Il faut éviter de tout déréglementer. Puis, la façon de faire peut varier d'un secteur à l'autre. Le problème de découvrabilité des contenus, par exemple, en audiovisuel sur Netflix, ne sont pas nécessairement les mêmes que dans l'industrie de la musique, où les contenus sont déjà présents à très forte majorité sur Spotify ou sur les autres plateformes. Donc, il faut penser secteur par secteur, mais il ne faut pas laisser tomber l'esprit de cette réglementation-là. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de leviers qui sont à Ottawa, mais ça affecte les acteurs culturels au Québec, les entrepreneurs, les organisations, les créateurs qui vivent ici, ils vivent dans cet environnement-là. Donc, je pense que Québec doit se faire un devoir de se faire entendre à Ottawa sur ces questions-là pour que soit préservée cette philosophie d'intervention-là. Bien que ce ne soit pas ce que j'ai présenté par rapport à la musique d'e-commerce, mais comme j'ai présenté un mémoire sur la question de Netflix, la qualité et le contenu est là au Québec. Sauf qu'on le voit dans l'environnement immédiat, la jeunesse, puis même nous, même moi, directeur général du Mouvement Québec français, j'ai passé mon été 2016, mon été 2017 sur Netflix. Donc, ça veut dire que je me sors du Québec français et je me sors des habitudes. Et donc, l'offre, elle est là, mais elle est tellement diversifiée sur différentes plateformes que c'est le choix entre Netflix, quelque chose de très, très, très... Une chose où est-ce que, dans le fond, Netflix, lui, il sait ce que t'aimes, puis il t'amène ce que toi t'aimes. Donc, si t'aimes Narcos, puis t'aimes House of Cards, bien, il va t'amener Marco Polo, il va t'amener des séries qui te ressemblent. Alors que si tu vas au Québec, la qualité est là, les séries intéressantes sont là, mais faut que tu ailles sur Super Écran pour regarder Mirador, faut que tu ailles sur ici Radio-Canada, Tout TV, Extra pour regarder Le Clan, faut que tu regardes. Ça devient tellement difficile. C'était pas si difficile que ça, on l'entend, mais quand même plus difficile par rapport à Netflix que
c'est là-dessus qu'il faut peut-être réunir, mais moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas M. Sasseville, j'en connais pas autant, mais sur le fait que des consommateurs, eux, ils trouvent ça plus facile d'aller sur Netflix, et je le vois avec toute la jeunesse autour de moi, dire leur réflexe, Netflix, Spotify, c'est facile, puis voilà. Monsieur Maire, est-ce que vous y intervenez? Bien, rapidement, là, il y a un enjeu d'équité, hein? Puis il y a un enjeu d'intervention d'État. L'industrie culturelle au Québec, on l'a fabriquée. C'est une création de toutes pièces, de créateurs, de producteurs, d'intervention étatique. On n'a qu'à penser à la SODEC, au Conseil des arts et lettres. Toutes les grandes instances qui ont fait, finalement, qui ont permis à la culture québécoise de rayonner ici puis ailleurs, c'est une création de l'État supportée par un milieu. Sans revenir au tout étatique, il faut trouver une façon d'avoir une action structurante pour l'État à l'ère du numérique aussi, et ne pas laisser une économie libertarienne du sud de la frontière dicter les règles du jeu. Et c'est important parce que ce que M. Bouchard disait sur la découvrabilité des contenus, ça va se poser avec plus d'acuité là, dans les prochaines années. C'est pas vrai que la culture est toute faite pour l'exportation. Quand j'entends ça, on va s'en sortir parce qu'on va exporter. Et Caillou est nommé comme un grand succès de l'exportation, le Cirque du Soleil. Mais il n'y a pas que des Cirques du Soleil. Et le Cirque du Soleil, avant d'être une multinationale, c'était 2 rêveurs à Baie-Saint-Paul pour un public local. Et 80% des contenus, sinon davantage, sont faits pour notre monde ici, pour rayonner en français, pour rayonner dans nos codes culturels. Et ces contenus-là vont trouver encore moins de place sur les plateformes numériques s'il n'y a pas un rôle pour l'État d'arbitre et une industrie qui va être capable de se structurer à l'ère du numérique aussi. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je l'ai dit dans mes remarques d'introduction, l'exportation, ce n'est pas une solution à tout. Et il faut aider justement les entreprises, les artisans qui n'ont pas les moyens d'aller à l'international, d'y aller, mais il faut miser également sur notre marché intérieur. Et vous avez raison également, j'entendais les commentaires sur les représentations qu'on doit faire à Ottawa. Je peux vous dire sur ces questions-là, on est en discussion présentement et nous allons intensifier nos représentations. Nous allons être très, très présents lors de la discussion sur la politique culturelle du gouvernement fédéral. Alors, évidemment, on parle de la responsabilité des grandes plateformes numériques. J'aimerais vous entendre sur, selon vous, quel est le rôle des fournisseurs d'accès Internet également, en termes de financement des contenus et de découvrabilité. Je peux m'exprimer en tant que représentant d'un fournisseur d'accès Internet. Notre position, on l'a déjà fait connaître publiquement. Nous, on considère que les fournisseurs d'accès Internet ne devraient pas être forcés de financer la production de contenu. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, la plupart des grands fournisseurs d'accès Internet canadiens font partie d'entreprises qui sont verticalement intégrées, qui contribuent déjà au financement de la production culturelle via leurs activités de télédistribution, où ils versent 5 % de leurs revenus au Fonds des médias du Canada ou à d'autres fonds réglementés. Et il y a aussi la question que si on force les fournisseurs d'accès Internet à investir dans la production de contenu culturel, il y a deux choses. Soit qu'ils refilent une partie de la facture aux consommateurs, et là, ça pose le problème de l'accès à l'Internet. Puis on sait que, notamment au fédéral, il y a un gros agenda en ce moment favorisant l'innovation. On va avoir des réseaux d'accès Internet qui sont hautement performants et très accessibles pour les Canadiens. Le deuxième point à prendre en considération, c'est que si les fournisseurs d'accès Internet sont obligés d'assumer ces sommes-là qu'ils versent pour financer la production de contenu culturel, c'est moins d'argent pour investir dans les réseaux. Et ça risque d'amener à terme des réseaux qui sont moins performants. Dans une économie globale qui est numérisée, on va désavantager le Québec, le Canada par rapport à d'autres pays. Puis on va désavantager aussi les créateurs et les artistes parce que la création maintenant se fait dans le numérique. Mais parlant d'action concertée Québec-Ottawa... Pardon? Rapidement, s'il vous
plaît, parce que je vois le temps passer, puis M. Payette pourrait intervenir. Mais sur la question des grandes plateformes, une action concertée fédérale, provinciale qui serait bonne, ce serait de forcer les plateformes étrangères comme Netflix et autres à percevoir la TPS et la TVQ. Ça ferait plus d'argent pour investir en culture. En 15 secondes, M. Oui, Payette. M. Fortin, pour répondre à votre question, je pense que si on veut faire passer le modèle à l'heure du numérique, je pense qu'il faut faire contribuer les fournisseurs d'accès Internet à l'écosystème culturel, comme ça avait été suggéré dans le rapport Bourgie. Donc, voilà. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci. Alors, je demanderai aux intervenants du groupe 4 de se déplacer vers la scène, s'il vous plaît. Monsieur Fréchette aussi, qui s'est peut-être booké dans le groupe 4. Oui. Et est-ce que Robert Fréchette est avec nous? Vous êtes là, M. Fréchette? Oui. Alors. Très bien. Groupe 4, c'est ça. Archéo-Québec, oui. Marie-Jacinthe, c'est ça. Vous pouvez vous asseoir. Il y a 5 chaises. Voilà. Oui. Oui. Voilà, donc pour le groupe que vous allez entendre maintenant, il y a 5 intervenants. Robert Fréchette, qui est au bout de la table, est le porte-parole de l'Institut culturel Avatac. Donc, ce matin, Mme Kopiapik était absente et c'est M. Fréchette donc, qui va parler au nom de l'Institut culturel Avatac. Vous avez 5 chaises, mais vous avez 4 micros. Ça fait que si vous pouvez partager un micro au moment opportun, on l'apprécierait. Sinon, parlez très fort, M. Fréchette. Alors, j'ai avec moi autour de la table Émilie Vézina-Doré, qui est directrice générale de Action Patrimoine. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Marie-Jacinthe Roberge, qui est directrice d'Archéo-Québec. Bonjour à vous, merci aussi d'être avec nous aujourd'hui. Jocelyn Groux est directeur du Conseil du patrimoine religieux. Merci. Et Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant. Merci d'être avec nous, Monsieur Gauthier. Et donc, Robert Fréchette, que je vous ai déjà présenté, porte-parole de l'Institut culturel Avatac. On va d'abord écouter la première intervention d'Émilie Vézina-Doré, donc d'Action Patrimoine. On vous écoute, vous avez 5 minutes. Donc, bonjour, Monsieur Fortin, Madame Dupé, Madame Champoux, Monsieur Picard. Donc, merci d'avoir invité Action Patrimoine à réagir au projet de politique culturelle qui a été déposé. On était parmi les premiers à présenter le projet, notre mémoire qui a été déposé en avril 2016. Je trouve ça important de rappeler que ce mémoire-là, c'était le fruit d'une concertation avec 27 experts dans le milieu du patrimoine bâti. Et aussi, c'est les organismes membres de la table de concertation des acteurs nationaux en patrimoine qui avaient collaboré à 2 phases d'exercice pour arriver à cibler les enjeux qui sont propres à la sauvegarde, la mise en valeur du patrimoine bâti au Québec. Juste rapidement, les 4 grands enjeux qui étaient très importants pour l'ensemble de la communauté, c'était vraiment l'importance d'une vision. Donc, vraiment savoir où on veut orienter les décisions dans le long terme par rapport à la position du patrimoine en lien avec la culture. L'importance du discours pour faire rayonner ces atouts-là qui sont liés au patrimoine, faire rayonner les retombées concrètes. Il y a l'importance d'une structure qui est indispensable pour réaliser cette vision-là et la notion de temps pour vraiment avoir des agissements qui se posent au bon moment pour éviter d'agir dans l'urgence.
Donc, suite à ces 4 grands enjeux-là, on est arrivé avec 7 recommandations concrètes. Je n'ai pas le temps de repasser ces 7 recommandations-là, mais on a fait un petit exercice de voir dans le document qu'on vous a remis où on retrouve ces recommandations-là. Soit elles vont être on espère, vont être dans le projet qui a été proposé ou dans le plan d'action, parce qu'on n'avait pas nécessairement fait de distinction entre les deux. Nous, en résumé, on est vraiment très heureux de voir qu'il y a une vision gouvernementale claire par rapport à la place du patrimoine, entre autres avec la vision 3 qui lie la culture, et le territoire. Donc, on peut lire qu'il y a des retombées économiques et sociales à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine au Québec. Donc ça, on est vraiment content, puis c'est un point qui est à souligner. Puis ça va même plus loin parce qu'avec ce lien-là entre culture et territoire, on va plus loin, mais c'est le lien entre culture et aménagement du territoire. Donc tout ce qui est sous-entendu en termes d'urbanisme et de développement durable. Et cette vision-là de développement durable, elle est mentionnée aussi. Donc, on sent la vision et le discours, c'est les 2 points qui sont présents. Et là, dans une perspective constructive, on veut revenir sur les éléments de structure, donc sur le besoin de clarifier les rôles. Donc, on a vu dans le projet de politique que les différents acteurs, que ce soit les municipalités, les MRC, les OBNL, et il y en a d'autres, les propriétaires, entre autres, sont nommés, mais on ne distingue pas clairement le rôle de chacun dans cet objectif de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Puis on pense aussi qu'il y a une nécessité d'attribuer une responsabilité de sa mise en œuvre au gouvernement du Québec, donc de vraiment qu'on sente un leadership et au-delà de soutenir, c'est comment ces différents acteurs-là seront encadrés dans leur rôle qu'eux ont à jouer par rapport à cet objectif-là. Et il y a aussi la force et l'importance et la portée, en fait, interministérielle. Et on sent qu'il y a vraiment le besoin d'aller nommer explicitement les autres ministères qui sont invités à collaborer à cette vision-là. Le patrimoine s'insère au quotidien avec des enjeux d'aménagement du territoire. Donc, par exemple, le ministère des Transports, le ministère des Affaires municipales ont un rôle à jouer. Quel est ce rôle? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Ça, on sent que c'est quelque chose qui pourrait venir donner une force de plus à la politique de la culture. Donc, quels moyens vont être pris pour encadrer et soutenir le rôle de chacun de ces intervenants-là? Et donc, rapidement, finalement, c'est quoi aussi les outils légaux qui vont aider à venir concrétiser cette vision-là? Quels vont être les efforts qui vont être mis en éducation et en sensibilisation pour qu'on comprenne tous qu'est-ce que c'est le patrimoine, où ça commence, où ça finit, comment on le met en valeur de la bonne façon. Donc, on réitère, Action Patrimoine a désir à réfléchir à l'étape cruciale du projet de politique culturelle qui va vers un plan d'action plus concret. Merci. Merci à vous, Mme Vézina-Doré. Je cède la parole maintenant à Marie-Jacinthe Roberge, qui est directrice d'Archéo-Québec. Monsieur le ministre, chers collaborateurs, c'est avec beaucoup d'optimisme qu'Archéo-Québec a pris connaissance du projet de politique culturelle déposé en juin dernier. Cette dernière propose des éléments identitaires, inclusifs et responsables, et des avenues attendues qui s'adaptent au Québec d'aujourd'hui. Nous vous remercions de prendre le temps d'écouter nos suggestions pour mener à un plan d'action constructif. C'est vraiment là-dessus qu'on s'est concentré. D'entrée de jeu, permettez-moi, par contre, un bref rappel des éléments clés en faveur de l'archéologie qui trouve, à notre avis, pleinement sa place dans votre nouvelle politique. Par sa présence dans toutes les régions du Québec, son caractère inclusif qui relate les traces du passé de tous nos prédécesseurs, par l'impressionnante variété des gens qu'elle concerne, et par la pluralité des modes d'interprétation que l'on peut en faire, l'archéologie est particulièrement transversale et s'insère donc à juste titre dans vos orientations. Aussi, l'archéologie incarne très bien la diversité que votre politique reconnaît comme essentielle à l'enrichissement collectif. En effet, le patrimoine archéologique nous fait connaître la surprenante diversité qui nous a déjà forgés comme société depuis des millénaires et rassure quant aux transformations culturelles et identitaires que nous vivons actuellement. Elle peut inspirer et donner confiance, et la politique culturelle nous laisse entrevoir que l'archéologie,
ainsi présenté pourra trouver une place plus sentie au cœur des enjeux culturels québécois. Pour que cela se concrétise, Archéo-Québec souhaite évidemment la réalisation d'un certain nombre d'actions constructives, notamment axées sur la volonté de l'État d'être exemplaire dans ses actions. Voici donc quelques exemples. Il faudrait développer des ententes interministérielles formelles en matière d'archéologie. Ces dernières spécifieraient des attentes claires et comporteraient des sommes dédiées à l'atteinte d'exigences précises pour tous les ministères et sociétés d'État. Ce principe devrait également se déployer de façon formelle dans tous les projets soutenus par l'État en imposant des mécanismes de gestion de l'archéologie dans les octrois de subventions, et ce, dans tous les ministères. Un État exemplaire et archéo-responsable doit voir à ce que des responsabilités explicites soient partagées, encadrées et mises en œuvre dans tout l'appareil gouvernemental et ensuite s'étendre à la société par l'entremise des subventions qu'il accorde afin d'instaurer un réel réflexe archéologique partout au Québec. Par ailleurs, Archéo-Québec demande au ministère de mettre en place un mécanisme par lequel les sites archéologiques classés du Québec seront sauvegardés de la dégradation. Ils sont actuellement dans un état critique, malheureusement. Pour cette raison, l'État doit mettre en place un processus de protection et de conservation pour freiner la détérioration. En complément, la méthodologie que le ministère développerait pourrait être ensuite transmise au MRC et aux municipalités et même communautés autochtones du Québec dans l'intention qu'ils puissent eux aussi prendre en charge la protection et la conservation des sites d'importance qu'ils auront choisi de mettre en valeur à leur échelle, bien à eux. Dans ce même ordre d'idées, la dynamisation de la relation culture et territoire passe par des mesures de soutien aux acteurs régionaux et locaux, souvent démunis face à leur patrimoine archéologique. Notamment, nous nous apprêtons, en collaboration avec votre ministère, à publier un important ouvrage destiné à outiller les municipalités pour une gestion archéo-responsable de leur territoire. Et évidemment, nous saluons ce type d'initiative. Par la suite, nous suggérons que le ministère transmette au monde municipal les données archéologiques qu'il possède au sujet de leur territoire, et ce, sur la base de l'expérience positive des macro-inventaires culturels qui avaient été menés dans les années 80. Votre ministère dispose d'un inventaire des sites archéologiques, l'ISAC, qui contient des données pertinentes sur plus de 10 000 sites partout au Québec, en plus de la bibliothèque numérique en archéologie. Transmettre ces données-là aux municipalités, pour nous, serait un exercice qui aurait assurément un impact décisif sur la protection et la mise en valeur de l'archéologie au Québec. Ce serait un immense pas en avant. Par ailleurs, afin de soutenir ces initiatives, Archéo-Québec suggère au ministère que le Fonds du patrimoine culturel puisse servir davantage à l'archéologie. Plus que jamais, ce fonds devrait réserver des sommes dédiées à l'archéologie, notamment parce que la ressource archéologique est un patrimoine menacé, et ce, en tout temps. Un meilleur financement de l'archéologie par l'État viendrait prouver son exemplarité et du même coup soutenir l'ensemble de la société. D'autre part, rappelons que la protection de l'archéologie doit mener à des occasions de la mettre en valeur. Ce n'est pas tout de la protéger, évidemment. Il faut des incitatifs financiers et administratifs pour que le processus archéologique se poursuive jusqu'à l'étape de la diffusion auprès du public. Notamment, l'État doit continuer à soutenir les musées, surtout en considérant qu'ils ont plus que jamais la possibilité de se renouveler grâce aux nouvelles technologies qui sont particulièrement prometteuses en archéologie. En somme, l'archéologie est une responsabilité partagée par nous tous. Pour bénéficier de toute sa richesse, il faut évidemment créer des ponts, sensibiliser la société à sa valeur, donner l'exemple et supporter les milieux. Archéo-Québec a la conviction qu'un État archéo-responsable devient une source incontournable d'émulation et d'inspiration pour l'ensemble de la société et que des retombées culturelles, éducatives et touristiques s'en suivront. En terminant, je voudrais juste vous rappeler le rôle d'interlocuteur privilégié qu'Archéo-Québec a toujours joué depuis ses tout débuts auprès du gouvernement pour vous aider à voir quels seraient les rôles et responsabilités optimales. Et évidemment, je suis ici aujourd'hui pour vous signifier notre intérêt et notre ouverture à continuer à chercher avec vous des pistes de solutions pour le bénéfice du patrimoine archéologique. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous, Mme Roberge. Monsieur Groux, Jocelyn Groux, directeur du Conseil du patrimoine religieux, vous avez 5 minutes. Merci. D'entrée de jeu, je tiens à remercier le ministre Luc Fortin pour cette invitation à la consultation sur la politique culturelle et je reprendrai un certain nombre de points que nous avions présentés lors de la consultation l'été dernier. Donc, le Conseil du patrimoine religieux du Québec souhaite contribuer à l'élaboration de la future politique culturelle du Québec
en partageant son expérience et son regard affûté de 20 ans d'implication en partenariat avec l'État québécois et les communautés locales. La vision d'avenir du CPRQ en matière de patrimoine religieux s'appuie sur un renforcement de ce partenariat et un redéploiement des ressources financières et professionnelles afin de soutenir non seulement la protection et la mise en valeur du patrimoine religieux, mais aussi sa prise en charge par les milieux. D'entrée de jeu, le CPRQ tient à rappeler l'affirmation présentée dans le cahier de consultation précédent, voulant que le patrimoine religieux est un enjeu particulier qui concerne les édifices religieux, puisque les changements de vocation de ces derniers se sont accélérés au cours des dernières années. En effet, il convient d'admettre que depuis l'adoption de la politique culturelle de 1992, la question du patrimoine religieux a changé. En effet, elle s'est imposée comme un enjeu majeur qui bouscule la question patrimoniale et s'inscrit dans une problématique de plus en plus large, allant bien au-delà des questions de conservation pour apparaître comme un véritable enjeu de société. Dans cet esprit, le renouvellement de la politique culturelle apparaît comme une occasion privilégiée de positionner l'enjeu du patrimoine religieux dans les priorités de l'État et de provoquer des ponts entre les milieux créatifs, des arts, de la culture et du design et les milieux de la conservation, de l'architecture et de l'urbanisme, afin de dégager une vision renouvelée de l'apport du patrimoine religieux au développement du Québec. En termes de recommandations, je reprends une première recommandation qu'on avait faite, que la politique culturelle affirme la nécessité de définir une stratégie d'intervention spécifique pour le patrimoine religieux. Donc, de reconnaître le patrimoine religieux comme un enjeu prioritaire en tant qu'héritage fondateur du Québec et ressource structurante dans le développement du Québec. Poursuivre le réinvestissement de l'aide financière pour la restauration du patrimoine religieux dans une vision de conservation préventive. Engager le ministère de la Culture et des Communications dans l'élaboration, dans l'identification et l'élaboration d'actions spécifiques en matière de patrimoine religieux. Et je reprendrai certains objectifs bien précis dans le document de consultation, donc prendre en compte la diversité des régions. S'assurer aussi, comme on parle d'une diversité d'intervenants et qu'on parle d'une responsabilité collective quand on parle de conservation du patrimoine religieux, donc soutenir des initiatives citoyennes. Et je tiens en exemple l'Église Saint-Charles à Limoilou, qui constitue un bel exemple qu'on peut maintenant soutenir grâce à la Ville de Québec et grâce à votre apport. Ensuite, innover. On parle également d'innover en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Quand on parle de changement de vocation d'édifices, c'est clair qu'il va falloir faire preuve de créativité et innover. Et il est fort inspirant aussi de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Vous mentionnez également dans le document de regarder les réflexions au niveau international. Ça nous apparaît très important. Et c'est en ce sens-là qu'on va entreprendre dès cet automne une mission avec une organisation française basée en Lorraine pour partager des expériences en termes de mutation et de transformation du patrimoine religieux. Au niveau, l'autre recommandation importante, que la politique culturelle affirme la nécessité de poursuivre la responsabilisation des municipalités en matière de patrimoine religieux. Donc, d'encourager les municipalités dans leurs initiatives de protection et de mise en valeur, ainsi que dans l'élaboration de politiques intégrées d'intervention en patrimoine religieux. Je ressouligne l'exemple de la Ville de Québec et de votre initiative de rajouter également des 15 millions. C'est un exemple fort intéressant qui devrait être repris par de nombreuses municipalités. D'intégrer des objectifs spécifiques au patrimoine religieux dans les ententes de développement culturel avec les municipalités et les MRC. Et l'exemple que je soulignerai, c'est l'entente de développement culturel de la MRC de Dautré, dans l'Anaudière. Et je vous lis. Donc, la MRC s'engage à stimuler la réflexion sur l'avenir du patrimoine religieux, notamment en mettant en place une table de concertation où seront partagés les principaux enjeux liés à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine religieux. Donc, concrètement, il y aura des municipalités, des fabriques et la MRC qui vont, à l'intérieur d'une table de concertation, parler de l'avenir. Donc, c'est un exemple aussi très inspirant. Et je terminerai donc par deux actions toujours très concrètes. Encourager l'instauration de mécanismes d'évaluation des besoins immobiliers du secteur municipal et gouvernemental en fonction des édifices patrimoniaux. Donc, plutôt que de construire des nouveaux édifices, de
réutiliser du patrimoine existant et finalement créer des incitatifs pour faciliter l'acquisition d'édifices religieux pour les municipalités. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Gros. Antoine Gauthier, maintenant directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant. Peut-être approcher votre micro un tout petit peu, M. Gauthier. Merci. Monsieur le ministre, chers membres du comité, merci d'accueillir le Conseil québécois du patrimoine vivant, le regroupement national pour la culture traditionnelle contemporaine, qui fédère plus de 80 organismes aux 4 coins du Québec, dont un réseau de 21 festivals, dans les secteurs de la danse, du conte, de la musique trad, de l'art populaire, de l'artisanat ancien, de l'herboristerie, des vieux métiers et autres pratiques et savoirs transmis de génération en génération. Depuis plusieurs années, le milieu souffle le chaud et le froid quant aux politiques gouvernementales. Plutôt le froid, je dirais. Bien sûr, il y a eu l'heureuse inclusion du patrimoine immatériel dans la loi sur le patrimoine culturel en 2011, puis la normalisation du financement du CQPV à titre de regroupement national. Mais depuis, on se demande vraiment quelle détermination a dressé les instances publiques en culture contre notre secteur d'intervention. Je cite des exemples. Abolition complète du programme de soutien au fonctionnement des organismes en patrimoine de portée nationale, qui représentait une mesure structurante pour notre secteur. Décision dès 2011 de ne pas mettre sur pied des plans de développement, donc à la suite des désignations légales, qui serait en réalité le principal intérêt, voire le seul, de ce mécanisme. Retrait des appels de projets nationaux en patrimoine. Discrimination de facto des camps et écoles trad du programme de formation PAFOFA, malgré le fait qu'il y a un manque à gagner d'environ 750 000 $ d'argent public par année dans l'enseignement de la musique traditionnelle, et ce pour représenter simplement 1 % de la formation en musique au Québec. Absence de cibles et d'enveloppes spécifiques pour le patrimoine vivant ou immatériel dans le cadre des ententes avec les villes, ces ententes-là qui présentent par ailleurs des problèmes d'admissibilité avérés pour plusieurs organismes. Absence de stratégie nationale liée au patrimoine immatériel et aux traditions vivantes, et j'en passe. Vous pourrez me critiquer tout à l'heure, ça me fait grand plaisir. Plusieurs observateurs affirment donc que rares sont les pays qui offrent si peu de considération à leur culture traditionnelle et à leur folklore. On salue bien sûr les principes intéressants qui sont présents tout au long du texte du projet de politique culturelle, qui nous apparaissent intéressants, ainsi qu'à plusieurs, bien sûr. On espère sincèrement que ces principes-là pourront avoir une incidence très concrète sur nos secteurs d'intervention. Cependant, malgré la mention de l'importance du patrimoine immatériel et de ses acteurs, on remarque encore une fois une absence d'engagement pour notre secteur. Donc, alors qu'il y a des engagements formels qui sont pris pour, par exemple, le patrimoine mobilier et immobilier, qui est l'autre grand domaine du patrimoine. Pourquoi ça? Quel message est envoyé en décidant d'avoir des engagements sur un seul des pans du patrimoine? Est-ce qu'on est encore le dernier maillon de la chaîne, un secteur duquel on a peur ou honte? La question reste à poser. Bien sûr, pour pallier à ça, on a des recommandations d'engagement formel. On aimerait bien sûr qu'il y ait quelque chose qui signifie qu'on souhaite agir en faveur de la sauvegarde des éléments du patrimoine immatériel au Québec, donc que ce soit lancer les travaux en vue d'une élaboration d'une stratégie nationale pour que tout le monde puisse aller dans la même direction, pour qu'on sache exactement qu'est-ce que le ministère de la Culture et le gouvernement attendent des acteurs comme le CQPV et comme tous les autres acteurs, vers où on veut aller, dans quelle direction on veut ramer tout le monde ensemble pour pouvoir faire des projets vraiment très concrets qui ont une implication et des impacts sur notre secteur. On se rend compte aussi que la politique culturelle mélange en fait 3 logiques patrimoniales. Et c'est peut-être un peu pour ça qu'il y a des frictions pour notre secteur à l'intérieur de ce texte-là. On mélange des logiques qui sont assez séparées, en fait, qui font l'objet de conventions internationales tout à fait distinctes, qui ont un vocabulaire distinct, puis qui ont des acteurs complètement distincts sur le terrain, à savoir tout ce qui est sauvegarde et développement du patrimoine immatériel. On parle d'action culturelle, on parle de pratiques et traditions culturelles. C'est une logique complètement différente de celle, deuxièmement, de la conservation
du patrimoine mobilier et immobilier. Et c'est une logique complètement radicalement différente également de tout ce qui est commémoration de l'histoire du Québec. Donc, nous, ce qu'on dit, ça apparaît important d'adapter et de subdiviser le texte, la section patrimoine, puis d'établir des engagements en fonction de ces trois logiques très, très, très distinctes-là. Ça permettrait donc de comprendre exactement le rôle de chacun, puis de ne pas mélanger tout le patrimoine dans les mêmes enjeux, alors qu'en réalité, ce sont des enjeux assez différents. Je m'arrête là parce que je vois que le temps termine, mais on a 7 recommandations là, pour inclure le plan d'action en culture, qui sont des recommandations très positives parce qu'on souhaite vraiment travailler avec le ministère de la Culture dans la même direction. On souhaite s'asseoir avec le ministère de la Culture pour voir dans quelle direction on veut travailler pour développer les traditions culturelles, les traditions orales du Québec, incluant les traditions des Premières Nations, bien entendu, incluant toutes les traditions orales du Québec. Et on souhaiterait vraiment pouvoir ramer dans la même direction. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, M. Gauthier. Robert Fréchette, maintenant, si vous pouvez déplacer le micro vers M. Fréchette. Robert Fréchette est porte-parole de l'Institut culturel Avatac. M. Fréchette, la parole est à vous. Oui, bonjour. Bonjour, M. le ministre, M. Garneau. Je remplace Rhoda Kokiapik, qui devait être là ce matin. Alors, on avait préparé un texte à son intention. Je vais lire le texte que Rhoda devait présenter. Alors, bonjour. Mon nom est Rhoda Kokiapik. Depuis près de 20 ans, j'occupe la fonction de directrice exécutive de l'Institut culturel Avatac. Notre organisation régionale, créée en 1980, a pour mission la protection et la promotion de la langue, de la culture et de l'identité des Inuits du Nunavik. J'aimerais débuter en saluant l'initiative d'inclure les peuples des Premières Nations et des Inuits à la nouvelle politique culturelle du Québec. Il s'agit d'un geste plus que louable et certainement d'un pas dans la bonne direction. Reste à savoir à qui servira cette inclusion et si elle est basée sur une véritable reconnaissance des enjeux et des défis auxquels doivent faire face les différentes nations autochtones. Nations qui, rappelons-le, ne forment pas un ensemble homogène, puisqu'elles sont caractérisées par de substantielles différences culturelles. Dans les pages d'introduction du projet de politique culturelle Partout la culture, on peut lire « C'est un fait incontestable, le monde change rapidement, sans répit et à plusieurs points de vue. Au Québec, nous n'échapperons pas à cette mouvance. Nous devons y faire face tous les jours. » Je pense que cette affirmation est encore plus pertinente si on l'applique aux Inuits du Québec. Dans ma communauté, je parle au nom de Rhoda, dans ma communauté Inukjuak, il y a encore aujourd'hui des gens qui sont nés dans un igloo ou sous la tente et qui ont passé une bonne partie de leur vie en mode semi-nomade à se déplacer au gré des saisons en fonction des ressources disponibles. La cueillette, la chasse, la pêche, la trappe étaient leur principale source d'alimentation. Tout au long de leur vie, ces Inumérites, comme on les appelle chez nous, ont accumulé une foule de connaissances savantes liées au territoire, à ses particularités, à sa faune, à sa flore et surtout comment y vivent et y survivent. Ils maîtrisent les subtilités langagières de l'Inuktitut, les valeurs sociales inuites, les savoirs pratiques et tout ce qui donne forme à l'imaginaire inuit, les histoires, les légendes, les noms de lieux, etc. Pour nous, Inuits, c'est notre plus grande richesse. Ces aînés cohabitent aujourd'hui avec des plus jeunes qui n'ont rien connu de cette vie sur le territoire, une vie rude et exigeante. Ce qui domine maintenant est une vie sociale de plus en plus sédentarisée et organisée en municipalité. Imaginez, en l'espace d'une vie, nos aînés sont passés d'une réalité pré-industrielle à l'ère des technologies numériques omniprésentes. Qui plus est, contrairement au reste du Québec, nous vivons un rajeunissement de la population. Cette jeunesse, plus de la moitié des habitants sont âgés de moins de 18 ans, est en manque de repères. Plusieurs jeunes vivent une crise identitaire importante. Ce qui m'amène à poser la question, qu'est-ce que la culture? Pour la majorité de la population du Québec, il semble que la culture ne s'exprime qu'à travers l'expression artistique. C'est peut-être différent pour nous, les Inuits. Nous sommes toujours en période de transition, d'adaptation face aux réalités nouvelles qui nous entourent. Il y a d'une part la tradition, le fondement qui, avec notre langue, l'Inuktitut, nous a toujours définis comme peuple. D'autre part, il y a la modernité, avec ses nouvelles règles et les valeurs imposées par l'argent, le crédit, les magasins généraux pour s'approvisionner, les avions, les voitures, motoneige, télévision, jeux vidéo, etc. Internet, Facebook, j'ai oublié de les mentionner. En parcourant le document Partout la culture,
Je n'y trouve pas de mesures concrètes pour protéger et encourager le développement de la culture élaborée et savante de nos aînés. Ne constitue-t-elle pas une expression culturelle forte et déterminante de ce territoire et de ses occupants? Ne s'agit-il pas là de culture? À l'évidence, il y a beaucoup de talents artistiques chez les Inuits du Nunavik. On n'a qu'à penser aux sculptures, aux gravures, aux chants de gorge, aux arts de la scène qui maintiennent la réputation artistique du Nunavik. Malgré ces succès et l'émergence de nouveaux talents, les Inuits du Nunavik sont plus que jamais à la recherche d'une identité renouvelée au sein de cette modernité qui les bouscule sans répit. Monsieur le ministre, en lisant la proposition de votre nouvelle politique culturelle, je constate que plusieurs mesures appellent à un partage des cultures autochtones vers la majorité, soit la population du Québec en général. Vous évoquez aussi la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Chez les Inuits, nous croyons que pour atteindre une vraie réconciliation, il faut d'abord offrir aux communautés les moyens financiers de consolider leur culture savante et traditionnelle, ainsi que leur expression artistique, au même titre que le reste du Québec a su le faire avec ses diverses institutions culturelles. Cette démarche nous apparaît essentielle si on souhaite des échanges constructifs, un respect réciproque et une volonté de travailler ensemble à l'essor et l'émancipation de la richesse culturelle en général. Je n'ai pas fini. Non, mais prenez 30 secondes pour conclure. J'ai récemment visité le site de l'Institut de la statistique du Québec. Un petit exercice mathématique nous permet de constater que pour l'année fiscale 2014-2015, les dépenses en culture du gouvernement du Québec par personne dans différentes régions du Québec auraient intérêt à connaître un rééquilibrage majeur. Nord du Québec, 29 $, Outaouais, 34 $, Abitibi-Témiscamingue, 67 $, Montréal, 323 $, Québec, 431 $. Au-delà des déclarations et des intentions, il faut des mesures concrètes, des investissements financiers importants de la part du gouvernement. Tels que mentionné dans votre document, les technologies de l'information et des communications sont omniprésentes dans le monde d'aujourd'hui et poursuivent leur pénétration et leur développement de manière exponentielle. À ce chapitre, vous le savez, le Nunavik est immensément en retard par rapport au reste de la province. L'accès Internet y est désuet et extrêmement limité. Dans le contexte d'aujourd'hui, il ne peut y avoir de véritable essor culturel sans que cette lacune soit rapidement corrigée. De plus, impérativement, il faut protéger notre langue, l'Inuktitut. Les principaux dirigeants du Nunavik ont déjà affirmé à plusieurs reprises leur souhait de voir se créer une commission de la langue inuit. Également, Avatak, l'organisation culturelle et régionale du Nunavik, est devenue au fil des ans et grâce à tous les efforts déployés, un gardien incontournable des patrimoines tangibles et intangibles du Nunavik. Afin de poursuivre sa mission et de soutenir sa transmission culturelle plus efficace, et ce, dans un contexte de plus en plus exigeant, Avatak a besoin d'un financement en fonctionnement qui soit récurrent et significatif. D'ailleurs, soyons... On peut peut-être poursuivre sous forme d'échange avec le ministre. Là, on va avoir une dizaine de minutes pour bavarder, M. Fréchette. Alors, est-ce que ça vous va comme ça? Ben oui. Très bien. Très bien. Alors, on va donc amorcer cette dizaine de minutes, Monsieur le ministre. Oui, bien, merci beaucoup. Merci à vous cinq pour votre présentation. Remerciement particulier à M. Fréchette de prendre la relève comme ça à la dernière minute. C'est très, très apprécié. Très, très heureux de pouvoir vous entendre. Puis je peux vous dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle lors de mes remarques d'introduction, mais sur le déséquilibre du financement de la culture à travers les régions du Québec. Il y a un rééquilibrage à faire là. Ça, c'est très, très clair. En même temps, très dangereux lorsqu'on prend le poids démographique ou au prorata de la population, parce qu'il y a quand même des institutions nationales, je pense qu'il faut le reconnaître, qui sont à Montréal et à Québec, qui ne sont pas ailleurs. Alors, ça, il faut le prendre en considération, mais il y a un rééquilibrage à faire, parce que c'est un ministre des régions qui vous le dit. Alors, je le vis chez nous aussi, et c'est vrai dans plusieurs régions du Québec. Un des éléments que je souhaitais aborder avec vous, et Mme Vézina-Côté l'a abordé, c'est toute la question de l'éducation, de la sensibilisation au patrimoine. Je pense que c'est une dimension très importante pour que les Québécois, mais l'ensemble des intervenants prennent en considération l'importance du patrimoine dans notre identité, dans notre histoire collective. Moi, je peux vous dire que, et je le vis souvent parce que j'ai fait plusieurs annonces en matière de patrimoine, j'en ai fait particulièrement cet été, et je m'amuse toujours à aller voir un petit peu les commentaires sur les médias sociaux, écouter les commentaires à la radio, et c'est toujours très polarisé, les réactions. Des fois, il y a une incompréhension de l'action du gouvernement et on ajoute un degré supplémentaire
de difficulté lorsqu'on parle du patrimoine religieux, parce que là, on investit dans la religion, alors qu'on ne le fait pas du tout pour des raisons religieuses, mais pour un devoir de mémoire à l'égard de notre histoire. Puis je dis toujours, peu importe nos convictions religieuses, en 2017, on ne peut pas réécrire 400 ans d'histoire non plus. Alors, il y a là une sensibilisation. Oui, il y a des activités qui se font sur le terrain, particulièrement en archéologie. Le mois d'août, c'est le mois de l'archéologie. J'ai fait moi-même des fouilles archéologiques et j'ai trouvé des artefacts qui datent de 10 000 ans. Alors, c'était des belles trouvailles. On m'a assuré qu'on les avait pas mis dans la fosse pour que je les trouve. Alors, je les ai vraiment trouvés. Je tiens à vous le dire. Mais au-delà de ça, je veux savoir quel est, selon vous, le meilleur forum pour cette éducation, cette sensibilisation-là? Évidemment, il y a l'école, mais l'école, elle a le dos large. J'entendais tantôt dire il faut intégrer les cours de danse à l'école. L'année passée, dans toutes les régions, j'ai entendu qu'il faut qu'il y ait des cours de musique obligatoires dans toutes les écoles. On parle d'éducation sexuelle, d'éducation économique. Alors, quel est le meilleur forum, justement, à l'égard du patrimoine, qu'il soit autochtone, vivant, bâti, l'archéologie, pour qu'on puisse en faire l'éducation et la promotion, selon vous? Je pense qu'il n'y a pas juste une seule réponse à cette question-là qui est très légitime. Je pense que ça se fait au quotidien, dépendant des contextes, mais c'est sûr que rapidement, en fonction de notre champ d'intervention avec son patrimoine, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'au quotidien, quand les gens nous appellent, ils ont tout le temps la même question, c'est est-ce que c'est du patrimoine ou c'est pas du patrimoine? Puis ils veulent juste une réponse comme ça, puis souvent, ils cherchent de l'information, puis ils n'ont pas la réponse. Je vais leur demander, bien, avez-vous consulté, par exemple, un répertoire? Mais c'est pas automatique que chaque bâtiment a un inventaire en ligne. C'est pas toutes les municipalités qui offrent cette information-là. Il y a des inventaires qui ont été faits pour plusieurs. Certains, des fois, vont être inaccessibles au public, ne seront pas en ligne. Les gens ne savent pas où trouver l'information, puis ils n'auront pas le réflexe d'aller nécessairement dans une bibliothèque ou dans des réseaux. Là. Donc, il y a ce niveau-là, même jusqu'à des propriétaires qui n'ont pas l'information sur leur propre bien, sur qu'est-ce qui doit être fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup l'importance de l'accessibilité aux études patrimoniales. Des fois, les villes vont le commander, à même l'argent des contribuables, mais ne vont pas diffuser cette information-là. Donc, souvent, en conseil municipal, c'est pas rare que ça va arriver que la question de oui, mais est-ce que c'est d'intérêt ou pas, mais finalement, les gens ne pourront pas se faire une propre idée parce qu'ils n'auront pas en main un résumé d'une étude patrimoniale. Donc, c'est sûr que moi, ça serait un angle, une partie de la réponse, là, mais je pourrais continuer encore longtemps. Pour abonder dans le même sens, en fait, chez Archéo-Québec, évidemment, la réalité est différente, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un enjeu de connaissance, tout simplement aussi du patrimoine, un peu dans le même sens qu'Émilie le mentionnait, mais c'est sûr que la sensibilisation à la base passe par l'accès à l'information. C'est aussi le son de cloche qu'on a du milieu. Pour notre part, évidemment, il y a des actions grand public qui se font. Je le mentionnais tantôt, la diffusion, c'est fondamental pour que l'archéologie, finalement, soit utile. Mais il en demeure pas moins que l'archéologie doit être menée, en tout cas à l'avenir, de plus en plus, va être menée par le monde municipal, par les MRC, par les communautés autochtones. Et donc, pour nous, c'est un axe de sensibilisation qui est absolument fondamental. Évidemment, on parle de territoire. L'archéologie, c'est directement enfoui dans le sol, dans notre cas. Fait que c'est sûr que les gestionnaires de territoire, pour nous, sont un des maillons très, très, très importants pour la sensibilisation du public. Et donc, il faut leur donner accès aux connaissances qui existent déjà. Il faut faciliter aussi l'acquisition de nouvelles connaissances. Il faut faire confiance aussi en leur capacité d'autodétermination, si on veut, par rapport à leur patrimoine qui est d'envergure régionale ou locale, évidemment. Et il faut aussi prendre en considération, vous le savez très bien, que depuis des décennies, le monde municipal investit massivement en culture aussi. Et donc, pour nous, la sensibilisation au public, oui, ça passe par des actions du type Mois de l'archéologie, des actions grand public, mais ça passe aussi par le monde municipal qui fera aussi son bout de chemin en diffusion puis en valorisation de l'archéologie. Fait que oui, une multitude d'actions, évidemment, ça passe par les musées, ça passe par les écoles. Bon, vous savez toutes ces réponses-là, mais en tout cas, ce sur quoi nous, on veut tabler, entre autres, c'est l'importance de l'échelon gouvernemental, municipal, en fait, dans le patrimoine. Très bien.
M. Gros. Je vais y aller d'une réponse assez rapide parce que je vois que le temps file. Oui, mais il ne faut pas autant qu'il est là. On ajoute 2 minutes parce que vous êtes 5 intervenants. Exactement. Donc, merci beaucoup. Merci. Nous sommes généreux. Il reste encore beaucoup d'efforts à faire pour rendre accessible, pour mettre en valeur le patrimoine religieux, en fait, d'ouvrir les portes des églises, en fait, pour s'assurer que, dans le fond, la population, particulièrement les jeunes générations, puissent, dans le fond, bien comprendre pourquoi on souhaite conserver ces bâtiments historiques pour lesquels on investit des sommes importantes. Donc, il y a vraiment des efforts importants qui restent à faire, en plus des efforts de conservation, de restauration, pour s'assurer qu'elles soient bien mises en valeur, bien expliquées aux jeunes générations. Les enjeux liés au patrimoine immatériel ou au patrimoine vivant sont pas faciles à résumer parce que nous, on représente une multiplicité d'organismes et d'associations, mais aussi une multiplicité de sous-secteurs qui sont complètement distincts les uns des autres. Donc, les enjeux liés à la danse traditionnelle ne sont pas les mêmes que ceux liés à la meunerie, par exemple, pas du tout. Ils touchent même pas les mêmes ministères ni les mêmes organismes gouvernementaux. Certains ont des liens avec leur municipalité très directs et d'autres pas du tout. Donc, les enjeux sont très, très distincts. C'est la raison pour laquelle nous, on souhaite, entre autres choses, qu'il y ait des plans de développement spécifiques qui permettent de corriger certaines lacunes importantes. Et puis, il n'y a pas des lacunes partout. Il y a des succès aussi, il y a des endroits où ça va très bien. Par exemple, au Conseil des arts et lettres, pour ce qui est de la production en musique, je veux dire, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de problème d'accès là, mais on se rend compte dans d'autres programmes, on a énormément de difficultés à avoir un statut équitable et à performer. Et nous, ce qu'on dit, c'est à chaque sous-secteur qu'on représente, bien, nous, on regarde l'ensemble de la roue de la production. On regarde la formation, on regarde les médias, on regarde la production, la création, etc. Puis on regarde dans l'ensemble de cette roue-là, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que ça performe bien? Pour quelles raisons? Et c'est pour ça, entre autres choses, que des plans de développement puis des stratégies, ça nous permet de regarder ensemble avec le ministère de la Culture, où est-ce que ça cloche? Il y a des endroits où ça peut clocher parce que ça cloche, puis peut-être que le rôle de réparer ça, c'est le milieu lui-même ou le CQPV, mais il y a clairement d'autres endroits où ça cloche, puis ça n'a pas de raison de clocher. Donc, nous, on souhaite pouvoir travailler vraiment en partenariat avec le ministère de la Culture, mais aussi, il y a d'autres ministères qui sont impliqués quand on parle de sport ou de médecine par les plantes, etc. Il y a une multiplicité d'acteurs publics qui sont touchés par ça. Et puis, il faut se doter de structures puis de stratégies pour aller voir ces institutions-là puis travailler ensemble dans la même direction pour pouvoir sauvegarder. Parce que l'objectif du patrimoine immatériel, ce n'est pas un concept qui a été créé pour faire beau. C'est un concept qui a été créé à l'UNESCO dans l'objectif de sauvegarder ces pratiques-là et de les développer. Donc, il ne faut pas oublier la moitié de l'importance, voire 100% de l'importance, c'est sauvegarder. Puis sauvegarder, ça veut dire changer les choses, ça veut dire tenter d'améliorer ensemble avec le milieu dans la même direction, d'améliorer le sort de ces pratiques-là traditionnelles, de tradition orale. Merci. Très bien. Monsieur Fréchette, voulez-vous ajouter quelques mots? Juste lire le dernier paragraphe. Allez-y, je vous en La jeune population du Nunavik est à la croisée des chemins. L'identité inuite s'est bâtie dans un contexte qui n'existe presque plus aujourd'hui. Les jeunes sont nés et ont grandi dans des municipalités, souvent absents du territoire, et vivent une situation bien différente de celle de leurs parents ou de leurs grands-parents. Il faut malgré tout préserver le plus possible l'héritage des anciens, qui est d'une valeur inestimable. Il faut la mettre à disposition des jeunes afin qu'ils puissent, s'ils en sentent le besoin, s'en inspirer pour affirmer leur propre identité et définir ainsi leur propre avenir. Monsieur Fréchette, et c'est avec ça, je pense qu'on va... Est-ce qu'il reste 2 minutes? Je pense qu'on va le prendre. C'est terminé. Alors voilà, c'est terminé. Merci à vous tous. Non, je vais le prendre 2 minutes, si vous me permettez. Oui, on est très généreux aujourd'hui. Oui, je vois ça. Je voulais juste vous entendre parce que ça rejoint un petit peu tout le monde également sur toute la question du partage de la responsabilité en matière de patrimoine avec les municipalités. On a beaucoup parlé dans la tournée de consultation l'année dernière. Il y a eu différents gestes de posés depuis ce temps-là, notamment le projet de loi sur la capitale nationale qui délègue à la Ville de Québec certaines responsabilités. M. Gauthier, tantôt, parlait des difficultés avec les ententes de développement culturel. Et il y avait certains projets en matière de patrimoine immatériel qui étaient soutenus, qui nous étaient soumis par les municipalités qui ne le sont plus maintenant. Je pense entre autres à Saint-Côme.
Ça fait partie des enjeux auxquels nous sommes confrontés présentement. Alors, comment peut-on faire pour maintenir cet équilibre-là entre la volonté du milieu que vous représentez, que le gouvernement garde vraiment son rôle de leader en matière de protection, de promotion du patrimoine et la volonté des élus municipaux d'accroître leur autonomie. Puis d'ailleurs, on a entendu l'UMQ là-dessus ce matin. Hein. Ils souhaitent qu'on puisse avoir une discussion en amont et souhaitent avoir justement la plus grande autonomie possible, ce qui va un peu à l'encontre du souhait exprimé par les acteurs dans le patrimoine. Alors, comment vous voyez cette dynamique-là? Comment peut-on faire en sorte de travailler en partenariat avec les municipalités pour s'assurer que, oui, tous les acteurs travaillent à la préservation et, je dirais, également à la mise en valeur de notre patrimoine? Bien, pour notre part, en fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Comme je le mentionnais tantôt, il y a le travail de transmission des informations que vous possédez déjà, qui peut permettre au milieu de vraiment mieux connaître leur territoire et de prendre les décisions qui les concernent. Puis, par l'entremise de plusieurs enveloppes où, peut-être auparavant, il y avait des projets qui n'étaient pas acceptés ou plus ou moins considérés, pour lesquels, là, on pourrait un petit peu plus mettre l'emphase. Évidemment, l'archéologie est un des dossiers. Les ententes de développement culturel, en fait, laissent une certaine liberté au milieu, mais sont quand même dictées par certains paramètres. C'est des exemples comme ça, en fait, où je pense qu'on peut permettre, la connaissance, on peut permettre l'accès au financement tout en laissant une certaine liberté d'action aussi, là. Succinctement, s'il vous plaît. Oui. Bien, très rapidement, je pense que c'est vraiment une très bonne question par rapport à la sensibilisation des élus puis la définition de leur rôle, parce que d'une municipalité à l'autre, c'est vraiment très, très inégal. Puis il y a la notion d'aller au-delà du patrimoine comme statut, parce que ça va souvent être la réflexion des maires. Ah, bien, y a-t-il un statut ou pas? Puis souvent, on va même voir encore aujourd'hui des citations dans les journaux des maires qui disent que c'est le rôle du gouvernement. Donc, une sensibilisation aux élus, mais une formation aux élus pour justement avoir une vision transversale de l'aménagement du territoire, puis de ne pas attendre qu'il y ait un classement pour se dire bien, comment on va revitaliser, par exemple, un secteur ancien d'une municipalité. Ce n'est pas nécessairement juste à coup de statut, c'est avec vraiment une diversité d'acteurs. En quelques mots. Oui, il y a un rôle de leadership de la part du ministère de la Culture pour s'assurer qu'on encourage les municipalités. Dans notre dossier, c'est très important que les municipalités soient partie prenante de ces dossiers-là. Donc, le ministère, par le biais des ententes de développement culturel, a une poignée ferme qui peut vraiment s'assurer d'un encouragement important pour que les municipalités soient présentes. Dans le secteur du patrimoine vivant, il y a des enjeux peut-être un peu distincts également, c'est-à-dire que les municipalités comprennent mal ce qu'est le concept et on est en train de mettre la main finale à un guide à l'intention des municipalités en collaboration avec le ministère de la Culture qu'on souhaite voir sortir prochainement, mais un guide, ça ne solutionnera pas tout. Évidemment, s'il y avait des enveloppes dirigées spécifiquement au patrimoine immatériel, ça aiderait, parce que là, les municipalités, ils ont le choix entre rénover des bâtiments et soutenir des pratiques culturelles, qui sont deux choses un peu différentes, d'une part. D'autre part, on souhaiterait voir le ministère de la Culture donner l'exemple, parce que là, on a un petit peu l'impression que le ministère pète le problème aux municipalités, puis ne se dote pas n'a plus de moyens au niveau national. Puis on a plusieurs organismes là, qui rayonnent qui rayonnent hors municipalité, puis qui ont de la difficulté à se faire financer par des municipalités parce qu'ils ne sont pas situés, ils ne font pas un travail dans une seule municipalité ou dans une seule MRC. Ils bougent, ils sont nomades et ils font plusieurs choses. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que le ministère de la Culture donne aussi l'exemple en s'occupant avec des programmes spécifiques, donne l'exemple aux municipalités pour qu'elles fassent pareil chez eux. Très bien. Monsieur Fréchette, c'est vous qui avez le mot de la fin. OK. La conclusion. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'au Nunavik, ce qui manque cruellement, je pense, c'est des infrastructures culturelles. On a des salles de spectacle, mais des infrastructures culturelles. Dans chaque communauté, il y a des comités culturels locaux et ils n'ont même pas de lieu pour se rencontrer, pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des activités, les jeunes et les vieux ensemble, faire de la transmission intergénérationnelle. Alors, je pense que ça manque beaucoup. Très bien. Merci messieurs, merci mesdames. Merci beaucoup.
Avant de quitter pour le lunch, je voudrais souligner et saluer la présence de Nathalie Bondil, qui est la directrice du Musée des Beaux-Arts. Et merci beaucoup, Madame Bondil. Et le ministère Culture Communication vous remercie pour le prêt de la salle aujourd'hui pour tenir le forum de consultation. Voilà. Alors, merci. On va s'arrêter pour le lunch et on se retrouve ici. On reprend les travaux à 13h40. Notez bien 13h40.